Le feu me consumait de l'intérieur, et je sentis mes poumons se remplir de cendres âcres avant même que les flammes ne lèchent ma peau. J'avais hurlé jusqu'à ce que ma voix se brise comme du verre sous la botte d'un bourreau, implorant un pardon qui ne viendrait jamais, tandis que les yeux de ma belle-mère brillaient d'une joie sadique dans l'ombre de notre appartement parisien. Et puis, le noir absolu au pas la mort, non, mais une renaissance brutale, où je me réveillais en sursaut dans mon lit, le corps de mes 28 ans intact, le calendrier sur la table de nuit indiquant la veille de l'entretien qui avait tout ruiné. Je clignais des yeux, le cœur battant la chamade, et touchais ma gorge, pas de marque de strangulation fantôme, pas de goût de fumée. C'était impossible. Hier, où étaient-ce dans une autre vie? J'avais vu les flammes dévorer mes rêves, mon portfolio, ces esquisses et toiles qui valaient des millions sur le marché de l'art contemporain. Et maintenant, je respirais l'air frais de Montmartre, avec le bruit distant des klaxons sur la rue des Abbesses. Étais-je folle? Non. La mémoire de la trahison était trop vive, le visage ridé de Claire, ma belle-mère, penchée au-dessus de la cheminée, un sourire carnassier aux lèvres alors qu'elle jetait page après page dans les braises. Pour ton bien, ma chère. Tu n'as pas ta place dans ce monde. Ces mots résonnaient encore, empoisonnés comme le vin qu'elle m'avait servi ce soir-là, chargé d'une dose subtile de somnifère pour me laisser impuissante. Je bondis du lit, les jambes tremblantes, et courus vers mon bureau. Là, intact, mon portfolio ses 24 œuvres, fruits de nuit blanche dans l'atelier que j'avais loué à Belleville, des abstractions furieuses inspirées des catacombes de Paris, prêtes à conquérir la galerie Perrotin lors de l'entretien de demain. Des millions, oui, un collectionneur anonyme avait déjà murmuré des offres via mon agent, mais Claire l'ignorait. Ou feignait de l'ignorer. Dans ma vie précédente, elle avait tout su, et tout détruit. Pourquoi? La haine viscérale d'une femme qui voyait en moi une usurpatrice, une roturière mariée à son fils chéri, Étienne, l'héritier d'une lignée de banquiers parisiens. J'avais gravi les échelons de l'art de mes propres mains, orpheline d'un bidonville de banlieue, et cela la rongeait comme un acide lent. Je m'effondrais à genoux, les larmes coulant sans bruit. 32 ans de misère, de triomphe volé, de nuit à peindre jusqu'au sang sur les doigts, et tout avait culminé en ce bûcher domestique. Après l'entretien raté au sans portfolio, j'avais balbutié comme une idiote devant le jury de la FIAC, ma carrière s'était effondrée. Étienne, mon mari, avait commencé à douter, influencé par les murmures de sa mère. Elle n'est pas faite pour nous. Les disputes avaient escaladé, culminant en une nuit d'orage où j'avais surpris Claire et lui en train de comploter, elle, avec ses bijoux volés à ma mère défunte pour financer ses dettes de jeu, lui, couvrant ses traces pour protéger l'héritage familial. J'avais confronté Étienne, et dans la fureur, il m'avait poussé du balcon de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli. La chute avait été brève, l'impact sur les pavés un craquement sourd. Mort, trahi par ceux que j'aimais. Mais maintenant? Une seconde chance. La vengeance bouillonnait en moi comme un vin rouge corsé, âpre et inévitable. Je ne serais plus la victime. Paris, avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis sous la Seine, serait mon allié. Claire paierait non pas par un meurtre vulgaire, mais par une destruction lente, méthodique, qui la dépouillerait de tout, honneur, fortune, raison. Et Étienne? Il découvrirait que l'amour que je lui avais donné était une illusion, un poison qu'il avait lui-même avalé. Je me levai, essuyant mes joues, et ouvris le tiroir secret de mon bureau. Là, une lettre jaunie, la confession de ma mère, morte trop tôt d'un cancer, révélant que Claire avait saboté son propre mariage avec mon père pour s'emparer de l'héritage. Un secret familial enterré depuis des décennies, que j'avais exhumé dans ma vie antérieure trop tard. Maintenant, il serait mon arme. J'appelai mon agent, prétextant un retard pour l'entretien non, je le repoussai de quelques jours. Le temps de préparer le terrain. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation feinte de normalité. Je souris à Étienne lors des dîners familiaux dans notre appartement surplombant le Louvre, feignant l'innocence tandis que Claire me toisait de son regard de vipère. Elle était belle encore, à 60 ans, avec ses tailleurs Chanel impeccables et ses perles héritées, mais je voyais les fissures, les rides d'inquiétude autour de ses yeux, les verres de cognac qu'elle cachait dans sa chambre. Ses dettes de jeu au casino de Deauville s'accumulaient, j'avais vérifié discrètement via un contact à la banque, utilisant les codes d'accès qu'Étienne m'avait confiés dans un moment de faiblesse passée. « Chérie, tu sembles tendue pour ton entretien » minaudatait-elle un soir, versant du Bordeaux dans nos verres. Son ton était sirupeux, mais ses yeux trahissaient l'impatience. Elle savait ou croyait savoir que mon portfolio était ma faiblesse, ces toiles trop audacieuses pour le goût bourgeois de la famille. Peut-être devrais-tu te reposer.
Là, c'est si éphémère. Je ravalais ma bile, levant mon verre. Au contraire, belle-mère. C'est éternel. Comme les secrets qu'on enterre. Nos regards se croisèrent, un éclair de suspicion dans le sien. Elle rit, un son cristallin et faux, mais je vis ses doigts trembler légèrement sur la tige du verre. Cette nuit-là, seul dans l'atelier, je commençais mon plan. Pas de violence brute. Paris n'était pas un polar américain, mais un théâtre de l'absurde où la réputation valait plus que l'or. J'invoquerais la loi, les scandales, les murmures des salons. D'abord, je contactai discrètement un avocat spécialisé en succession, un ancien amant de l'école des beaux-arts, pour exhumer le testament falsifié de mes parents. Claire avait trafiqué les documents pour s'approprier la petite fortune artistique de mon père, un galeriste raté. Preuve en main des copies numériques que j'avais cachées dans un cloud sécurisé, je pouvais la ruiner légalement. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup porterait sur Étienne. Dans ma vie précédente, j'avais découvert trop tard qu'il avait une maîtresse, une héritière russe installée à Neuilly, financée par les fonds familiaux détournés. Cette fois, je le piégerais en le poussant à accélérer ses infidélités, en semant des doutes subtils lors de nos conversations intimes. « Tu mérites mieux que cette vie d'artiste précaire » lui murmurerais-je, feignant la vulnérabilité. Et il mordrait à l'hameçon, comme toujours. Le matin de l'entretien repoussé arriva sous un ciel plombé de décembre, typique de Paris en hiver. Je chargeai mon portfolio dans un sac renforcé, m'assurant qu'aucun regard ne s'y pose trop longtemps. À la galerie Perrotin, dans le Marais, l'air embaumait le vernis frais et l'ambition. Le jury a un mélange de critiques snobs et de collectionneurs bedonnant s'extasia sur mes œuvres, la fureur des catacombes dans une palette moderne. C'est révolutionnaire, Mademoiselle Duval. Le contrat fut signé sur le champ, exposition solo en mars, avec une avance de 500 000 €. Des millions en perspective si les ventes suivaient. Je rentrai euphorique, mais feignant la modestie. Ça s'est bien passé, dis-je à Étienne en l'embrassant sur la joue. Il sourit, distrait par son téléphone un message de elle, sans doute sa conquête. Claire, informée par lui, apparut dans le salon, son visage un masque de courtoisie forcée. « Félicitations, ma chère. Peut-être que tu auras enfin ta place parmi nous. »« Peut-être, répondis-je, mes yeux plongeant dans les siens. Ou peut-être que les cendres du passé consumeront le présent. » Les semaines suivantes furent un ballet délicat de mensonges et de manipulations, où chaque sourire cachait une lame. Mon exposition se préparait dans la fièvre, invitation lancée aux élites du 8e arrondissement, critiques du monde contactés pour des avant-premières. Étienne, fier en surface, commençait à montrer des signes de fissure. Lors d'un dîner au Fouquet's, sous les lustres étincelants de l'avenue des Champs-Élysées, il me confia ses doutes sur la banque familiale, secouée par des audits internes. Mère est inquiète. Les dettes. Elles s'accumulent. Je hochai la tête, compatissante, tout en sirotant mon champagne. Les dettes sont comme les secrets, Étienne. Elles pourrissent si on ne les expose pas à la lumière. Il rit nerveusement, ignorant que j'avais déjà envoyé une lettre anonyme à l'inspecteur des finances, détaillant les transferts douteux de Claire vers des comptes offshore à Monaco. Pas assez pour une arrestation immédiate, mais suffisant pour déclencher une enquête discrète. La belle-mère, avec son addiction au baccarat, avait siphonné des centaines de milliers d'euros de l'argent qui aurait pu être le mien, si le testament de mon père n'avait pas été altéré. De retour à l'appartement, je fouillai sa chambre pendant qu'elle était à son bridge hebdomadaire au cercle de l'Union interalliée. Ses tiroirs regorgeaient de factures impayées, de reçus de joailliers pour revendre les perles familiales, et au miracle un carnet codé listant ses dettes. Je le photographiai, le cœur battant, et l'envoyai à mon avocat. Préparez les papiers pour une demande de restitution, lui dis-je au téléphone, la voix basse comme un murmure dans la confession d'une église gothique. Mais la vengeance ne se nourrit pas que de papier. Elle exige du sang, ou du moins l'illusion de sa coulée. Je décidai de confronter subtilement Claire, lors d'un thé dominical dans son salon aux tentures de velours rouge, imprégné d'odeur de lavande fanée. J'ai repensé à maman, lancai-je nonchalamment, en remuant ma tasse de Darjeeling. Elle m'a laissé une lettre, vous savez. Sur les mensonges qui entourent notre famille. Son visage pâlit imperceptiblement, mais elle riposta avec son arsenal habituel, le mépris aristocratique. Ta mère était une arriviste, comme toi. Elle a épousé ton père pour son nom, et regarde où ça l'a mené, une tombe anonyme à Père-Lachaise. Ces mots me transpercèrent, ravivant le souvenir de l'enterrement pluvieux, où elle avait veillé à ce que je sois exclu de l'héritage.
Mais cette fois, je souris. Peut-être. Mais les tombes se rouvrent parfois, belle-mère. Et ce qui est enterré remonte à la surface. Le soir même, Étienne rentra tard, imprégné d'un parfum de jasmin bon marché au celui de sa maîtresse, je le savais désormais, grâce à un détective privé engagé sous un faux nom. Je l'attendis dans la chambre, vêtu d'une nuisette de soie noire, un verre de cognac à la main. « Où étais-tu » demandai-je doucement, sans accusation. Il bafouilla, parla d'une réunion à la Défense. Je l'attirai contre moi, mes lèvres effleurant son oreille. « Je sais que tu es tenté par ailleurs. L'arme consume, je le vois dans tes yeux. Va voir Taël, si cela te soulage. Mais souviens-toi, la trahison a un prix. » Ses yeux s'écarquillèrent, mélange de culpabilité et de désir. Il n'y a, bien sûr, mais le lendemain, je reçus un email de mon détective, photo compromettante d'Étienne et une blonde sculpturale dans un hôtel de Saint-Germain-des-Prés parfait. Je les archiva un dossier à assurance, prêt à être utilisé si nécessaire. Mais pour l'instant, je le laissais mijoter dans son jus, semant des graines de doute en lui murmurant des doutes sur Claire, ta mère cache quelque chose, chérie. Des dettes qui pourraient nous ruiner tous. La tension montait comme la crue de la Seine au printemps. Claire, sentant le vent tourner, intensifia ses attaques. Lors d'un vernissage mineur à Bastille, elle répandit des rumeurs auprès des critiques, Léa Duval ? Une plagiaire, ses toiles sentent le vol aux beaux-arts. Quelques articles tièdes apparurent, mais mon agent, un requin du quartier latin, les contrat avec des preuves d'originalité. La guerre était déclarée, et Paris, avec ses cafés enfumés et ses librairies sombres, en était le champ de bataille. Un soir de mi-janvier, sous une pluie battante qui transformait les boulevards en miroirs noirs, l'enquête des finances frappa. Un inspecteur en costume gris sonna à notre porte, demandant à voir Claire pour des irrégularités comptables. Elle descendit l'escalier en robe de chambre, le visage crayeux, et je la vis craquer pour la première fois, ses mains tremblaient en signant les papiers, ses yeux lançant des éclairs vers moi, comme si elle devinait ma main invisible. Étienne, paniqué, me prit à part dans la cuisine. « C'est grave, Léa. Si mère est impliquée, l'héritage. Alors protège-la, suggérai-je, la voix mielleuse. Ou protège-nous. Choisis. Il choisit mal, comme toujours, il transféra discrètement des fonds pour la couvrir, un virement traçable que mon avocat intercepta aussitôt. La toile se resserrait. Mon exposition solo approchait, et avec elle, le moment de vérité. J'invitais une sélection triée sur le volet, des collectionneurs influents, des journalistes du Figaro, et au twist délibéré la veuve d'un joaillier ruiné par les dettes de Claire. La galerie Perrotin bruissait d'excitation ce soir de mars, les murs blancs illuminés par des spots halogènes soulignant la violence abstraite de mes toiles, des explosions de rouge et noir évoquant des incendies intérieurs, des formes humaines tordues comme des âmes en purgatoire. C'est cathartique, murmura un critique, un verre de Sancerre à la main. Du Monet meets Bacon, avec une rage féministe. Claire et Étienne arrivèrent en retard, elle en fourrure de vison malgré la tiédeur printanière, lui nerveux en smoking. Je les accueillis avec un sourire radieux, les guidant vers le centre de la salle où trônait ma pièce maîtresse, cendres éternelles, une toile monumentale inspirée de ce bûcher fatal. Des flammes stylisées léchaient des fragments de papier ou esquisses carbonisées, symboles de rêves détruits. Claire s'arrêta net, son visage se décomposant. « C'est provoquant, balbutia-t-elle. Provoquant ? C'est libérateur, répondis-je, assez fort pour que les invités entendent. Puis, à voix basse, pour elle seule, imagine si ces cendres étaient réelles. Si on les avait brûlées trop tôt. Le scandale éclata au milieu de la soirée. Mon avocat, déguisé en serveur, glissa un dossier anonyme à un journaliste du Canard enchaîné, preuve des falsifications de testaments, des dettes, des vols. Les flashs crépitèrent, les murmures enflèrent. Claire, acculée près d'une sculpture minimaliste, tenta de nier, mais Étienne, blanc comme un linge, avoua tout, mère, arrête. C'est fini. La police arriva discrètement, menottes en vue, pour l'escorter hors de la galerie sous les yeux ébahis des élites parisiennes. Je regardais la scène, un verre de champagne à la main, le cœur gonflé d'une joie amère. La vengeance était douce, mais incomplète. Étienne s'approcha, suppliant, « Léa, pardonne-moi. Je n'ai rien su. » Mensonge. Dans ma vie précédente, il avait su, et ri de ma chute. La chute de Claire fut un spectacle digne des tragédies raciniennes, où l'orgueil précède inexorablement la ruine.
Emmenée au commissariat du 4e arrondissement, elle passa la nuit dans une cellule au mur suintant, loin des soieries de son boudoir. Les journaux du lendemain titraient en majuscules « L'héritière banquière piégée PARCES-DEJU, un scandale familial éclabousse le Paris bourgeois ». Des photos floues d'elle, menottées, circulaient sur les réseaux, ravivant les commérages des dîners en ville. Son cercle ces veuves oisives du 16e la lâcha comme une veste trop usée, les invitations cessèrent, remplacées par des silences coupants. Étienne, lui, sombra dans une panique enfantine. Il erra dans notre appartement comme un fantôme, appelant des avocats hors de prix, suppliant pour un sursis. « Comment as-tu su, Léa ?»« Pour les dettes, pour tout, demanda-t-il un soir, affalé sur le canapé en cuir de Cheapside, un verre de whisky à la main. La scène scintillait au loin par la fenêtre, indifférente aux drames humains. Je m'assis en face de lui, croisant les jambes avec une lenteur calculée, ma robe rouge sang évoquant les flammes de ma renaissance. J'ai toujours su, Étienne. Depuis le premier jour où tu m'as présenté à elle, avec ce regard fuyant. Ta mère n'est pas la seule vipère dans cette famille. Il tressaillit, mais ne nia pas. Au lieu de cela, il tenta la carte de l'amour perdu, des larmes, des promesses de divorce d'avec son passé, d'une vie neuve à la campagne, peut-être en Provence, loin des intrigues parisiennes. Nous recommençons, ma chérie. Sans elle. Mais je voyais clair, savait-elle, la Russe aux lèvres pulpeuses, l'attendait dans l'ombre, prête à hériter de ce qu'il pourrait sauver. J'avais intercepté ses messages, ces mots doux en cyrillique promettant une fuite à Moscou si les choses tournaient mal. Non, il ne s'en tirerait pas si facilement. Ma revanche sur lui serait plus intime, plus corrosive, je le laisserais détruire seul, en le forçant à choisir entre son héritage souillé et l'amour factice que nous partagions. Les jours suivants, tandis que mon exposition battait son plein, les toiles se vendaient comme des petits pains, un collectionneur qatari offrant 2 millions pour cendres éternelles, je visitais Claire en prison provisoire à Fresnes. L'air y était lourd d'odeur de désinfectant et de désespoir, les couloirs résonnant d'échos métalliques. Elle apparut derrière la vitre, vieillie de 10 ans en une semaine, cheveux grisâtres, peau cireuse, les yeux injectés de haine pure. Tu as tout manigancé, n'est-ce pas, petite garce, cracha-t-elle, la voix rauque d'une fumeuse invétérée. Tu crois que ruiner une vie efface la tienne? Je souris, sereine, pressant le combiné contre mon oreille. Ruiner? Non, belle-mère. Je rends justice. Pour ma mère, pour mon père, pour les rêves que tu as brûlés de tes propres mains. Elle blêmit, réalisant que je savais pour le portfolio comment? Dans ma vie précédente, elle avait confessé dans un moment d'ivresse, riant de ma naïveté. C'était pour ton bien, avait-elle dit. Une artiste comme toi? Avec mon fils? Ridicule. Tu n'as aucune preuve, siffla-t-elle maintenant, mais sa voix tremblait. J'ouvris un dossier sur mes genoux, en tirant une photo, les restes carbonisés d'une esquisse, que j'avais secrètement récupérée après le bûcher et fait analyser en labo. Résidus de somnifères sur le cadre, traces d'accélérateur. Preuve? J'en ai des montagnes. Et bientôt, le procureur les aura. Elle se tut, brisée, et pour la première fois, je vis des larmes couler au nom de regret, mais de rage impuissante. Étienne te quittera. Il l'a toujours voulu. Peut-être admis-je. Mais c'est moi qui partirai la première. De retour à Paris, je préparai mon coup suivant, une interview explosive au Figaro Magazine, où je déverserai avec subtilité les détails du scandale familial. L'art est une arme contre l'oubli, déclarai-je au journaliste, un jeune loup aux lunettes rondes, dans un café du quartier Montparnasse. Mes toiles parlent de trahison, de renaissance. Comme ma vie. Les mots étaient ciselés pour blesser sans accuser directement, mais les sous-entendus étaient clairs, une famille pourrie par la cupidité, une femme piégée par l'amour. L'article parut une semaine plus tard, titré « Le accent aigu à Duval, DE la cendre alors, une vengeance en couleur ». Les ventes explosèrent, des galeries de Londres et New York m'invitaient. Mais le vrai prix fut pour Étienne, son conseil d'administration le convoqua, soupçonnant sa complicité dans les malversations de Claire. Il rentra ce soir-là, défait, et tenta de m'embrasser. Je le repoussai doucement. Pas ce soir, chérie. J'ai une exposition à Berlin demain. Il insista, les yeux fous. Léa, écoute-moi. J'ai tout perdu par ta faute. Mère en prison, la banque qui vacille. Et toi, avec tes millions, tu vas me laisser? Je ris, un son clair et froid comme le carillon de Notre-Dame. Ma faute?
Tu m'as poussé du balcon, Étienne. Dans une autre vie, peut-être. Mais ici, c'est toi qui tombes seul. Il pâlit, croyant à une métaphore. Pauvre fou. Le twist vint de manière inattendue, lors d'une soirée privée à l'hôtel de Crillon. Une femme s'approcha de moi, une perle noire à l'oreille, la veuve du joaillier, dont Claire avait ruiné le mari. Merci, mademoiselle Duval. Vos toiles. Elles ont libéré quelque chose en moi. Elle me glissa une enveloppe, des documents prouvant que Claire n'était pas seulement une joueuse compulsive, mais une escroc à l'assurance, ayant incendié délibérément la maison de famille en Normandie pour toucher une prime. Pire, Étienne était au courant, adolescent, et avait gardé le silence pour l'héritage. Le puzzle se complétait. Ma belle-mère n'était pas seule dans sa noirceur, mon mari était son complice depuis l'enfance. La trahison était plus profonde, un poison familial transmis comme un vin maudit. Je décidai d'accélérer. Appel à mon avocat, poursuite pour fraude aggravée. Et pour Étienne, un divorce immédiat, avec demande de pension réparatrice pour souffrance morale. Il hurla au téléphone quand les papiers arrivèrent, espèce de sorcière. Tu vas payer pour ça. Les sorcières brûlent, Étienne, répondis-je calmement. Mais les phénix renaissent. Avril fleurit à Paris en un éclat trompeur, les cerisiers du Luxembourg saignant rose sous un ciel capricieux, tandis que mon empire artistique s'élevait sur les ruines des Duval. Les galeries se disputaient mes toiles, une biennale à Venise m'offrait un pavillon solo. Les millions affluaient, nets et impitoyables, déposés sur un compte à la Société Générale que j'avais ouvert en secret, loin des griffes familiales. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, exigeait plus, non la destruction totale, mais l'humiliation éternelle, gravée dans la pierre des scandales parisiens. Claire, transférée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, m'écrivit une lettre tremblante, pliée en 4 comme un aveu dérobé. Léa, je sais ce que tu fais. Arrête, par pitié. Pour Étienne. Pitié? Le mot me fit rire, un écho amer dans mon atelier de Belleville, entouré de toiles fraîches, des portraits abstraits de femmes en flammes, leurs visages tordus en masques de douleur. Je répondis par un silence, mais joignis à mon avocat les preuves de l'incendie en Normandie. Le procureur, un homme au regard d'acier forgé dans les couloirs du palais de justice, ajouta des chefs d'accusation, incendie criminel, escroquerie, et le clou aux complicités avec un mineur, Étienne à 16 ans. Le procès s'ouvrit en mai, sous les dorures fanées du tribunal de la Seine, un théâtre antique où les drames se jouaient en toge moderne. Je témoignai, vêtu d'un tailleur noir austère, ma voix claire comme un vin de Bourgogne sec. Madame Duval a détruit non seulement des biens, mais des vies. Mon portfolio, brûlé la veille d'un entretien crucial, valait des millions et plus encore en rêve. Les flashs crépitèrent, Claire, en tailleur gris prisonnier, baissa la tête, ses perles remplacées par un collier de perles factices. Étienne, cité comme témoin, bafouilla sous le feu des questions, Je ne savais pas l'étendue. Mensonge. Les documents de la veuve le clouaient au pilori. La presse s'emballa, le monde titra La famille Duval, un incendie familial qui brûle tout sur son passage. Des talk-shows à la télévision, ces arènes vulgaires du petit écran, disséquèrent le scandale, des psychologues snobs analysant ma résilience post-traumatique. J'apparus dans l'un d'eux, chez Ruquier, un verre de chardonnay à la main, feignant l'émotion, la trahison est un feu qui forge ou consume. J'ai choisi de forger. Les applaudissements fusèrent, mais dans le noir de ma loge, je sentis le poids de ma propre duplicité. Étais-je meilleur qu'eux? Ma renaissance était-elle pure, ou teintée du même poison? Étienne, ruiné par les frais légaux et les saisies, vendit l'appartement de Rivoli pour couvrir les dettes. Il m'appela un soir d'orage, la voix brisée par le tonnerre. Léa, reviens. Sans toi, je suis rien. La banque m'a viré, elle m'a quitté quand l'argent a fondu. Je l'imaginais, seul dans un studio miteux à Barbès, entouré de cartons vides. Rien. Tu l'as toujours été, Étienne. Un fils à maman, un mari fantôme. Je raccrochai, mais pas sans un pincement. L'amour, même empoisonné, laisse des cicatrices. Le verdict tomba en juin, sous un soleil implacable qui transformait Paris en fournaise. Claire écopa de 10 ans, dont 5 avec sursis pour son âge, plus restitution de 2 millions. Étienne, inculpé pour faux témoignages mineurs, perdit ses droits d'héritage et fut condamné à des travaux d'intérêt général au balayer les feuilles mortes dans les jardins du Luxembourg, ironie suprême. La famille Duval, pilier du Gotha parisien,
s'effondra en un tas de cendres sociales, invitations annulées, amis évanouis comme fumée. Pourtant, au cœur de ce triomphe, le doute s'insinua. Lors d'une exposition à Lyon, une toile mineure à un autoportrait esquissé dans l'urgence de ma renaissance attira l'attention d'une critique aigre. Duval excelle dans la rage, mais manque-t-elle d'âme? Sa vengeance semble trop clinique, trop calculée. Était-ce vrai? Dans les nuits solitaires de mon nouvel hôtel particulier à Passy, acheté avec mes premiers royalties, je rêvais de la chute, non la mienne, mais celle d'Étienne, son corps heurtant les pavés. Était-ce justice, ou un cycle de feu que j'alimentais? Le twist final surgit de l'ombre, comme un fantôme de Dumas. Une lettre arriva, postée de Russie, de elle, la maîtresse. Votre mari m'a tout dit. Il savait pour le portfolio. Il a aidé à le brûler, pour vous briser et m'épouser avec l'argent. Mais maintenant, il paie. Merci pour la leçon. Pièce jointe, emails anciens, où Étienne complotait avec Claire. La trahison était totale, un poignard en plein cœur. Je brûlais la lettre dans la cheminée de mon salon, observant les flammes danser comme des démons rieurs. Étienne n'était pas victime, il était le bourreau en second. Je l'appelais une dernière fois, anonymement depuis une cabine du métro. Les cendres valent des millions, dis-tu? Les tiennes valent moins que rien. Il hurla, mais je raccrochais, libre enfin. L'été s'annonçait clément, avec des expositions à Cannes et des offres hollywoodiennes pour adapter mon histoire en film. Paris, ma ville de lumière et d'ombre, m'embrassait comme une amante repentie. Juillet enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les quais de la Seine en sauna public où les amants se frôlaient sous les platanes centenaires. Mon ascension était fulgurante, une couverture de Vogue France, des murmures de chevaliers des arts et des lettres, et un amour naissant avec un sculpteur italien croisé à la Biennale, un homme aux mains calleuses et au regard franc, sans l'ombre d'un secret familial. Pourtant, la vengeance, cette ombre insatiable, me poursuivait encore, exigeant un épilogue pour clore le chapitre. Claire, de sa cellule à Fleury, tenta un dernier coup, un appel via son avocat, proposant un accord restitution symbolique contre mon silence sur l'incendie de Normandie. Elle est brisée, mademoiselle Duval, plaida le conseil, un vieil oiseau aux lunettes en écaille. Pitié pour une femme qui a perdu tout. Pitié? Je refusai, mais visité une dernière fois, sous le ciel d'azur qui filtrait par les barreaux. Elle était recroquevillée, une ombre de l'aristocrate qu'elle avait été, ses yeux caves fixés sur le sol en béton. Pourquoi, murmura-t-elle, la voix un filet de vent. Pourquoi ne pas m'avoir tué d'un coup? Je m'approchai de la vitre, mon reflet se superposant au sien comme un double maléfique. Parce que la mort est miséricordieuse, Claire. La vie en cage, elle, est éternelle. Tu as brûlé mes rêves, je t'ai brûlé vive, de l'intérieur. Elle pleura alors, un sanglot guttural qui résonna dans le parloir vide. Pour la première fois, je vis non la vipère, mais la femme, une veuve éplorée, rongée par la jalousie d'une jeunesse volée, qui avait vu en moi le fantôme de sa rivale, ma mère. La révélation murmurée dans un souffle me frappa, ton père. Il m'aimait d'abord. Ta mère l'a volé. Un secret plus profond, un triangle amoureux enterré dans les années 80, quand Paris dansait sur du disco et que les cœurs se brisaient en silence. Était-ce une excuse? Non. Mais cela humanisait le monstre, rendant ma victoire plus amère. Je partis sans un mot, le cœur alourdi par une compassion indésirée. Étienne, lui, toucha le fond lors d'une audience de probation au tribunal de Bobigny. Assigné à des corvées municipales, il fut surpris en train de revendre des bijoux familiaux volés à un reliquat de l'héritage. Arrêté sur le champ, il m'écrivit de la santé, Léa, sauve-moi. Pour l'amour que nous avions. Amour? Un mirage, un poison sucré. Je déchirai la lettre, mais gardai une copie pour le dossier aux preuves supplémentaires pour prolonger sa peine. Le climax de ma renaissance survint lors de la FIAC, en octobre, sous les halles voûtées du Grand Palais, où l'art contemporain se pavanait comme une courtisane opulente. Mon stand était assiégé, collectionneurs japonais enchérissant sur Renaissance en cendres, une nouvelle série inspirée de ma saga. Au milieu de la foule, Étienne apparut, hagard, en veste usée, les yeux implorants. Léa. Juste une minute. Les caméras tournaient, c'était le moment parfait pour l'humiliation publique. Il s'agenouilla, là, sur le parquet ciré, suppliant, pardonne-moi. J'ai tout avoué à la police sur le portfolio, la chute. C'était un accident, mais je l'ai voulu. Les murmures enflèrent, un journaliste filma la scène,
immortalisant sa déchéance. Accident, répétai-je, la voix amplifiée par les micros. Non, Étienne. C'était un meurtre. Dans une vie, ou dans celle-ci. La salle retint son souffle. Il s'effondra, sanglotant, tandis que la sécurité l'évacuait. Le lendemain, les tabloïds hurlèrent, le X-mari de l'artiste star avoue un complot mortel, un drame en toile. Sa confession, extorquée par le désespoir, c'est là son sort, inculpation pour tentative d'homicide, basée sur les preuves que j'avais patiemment amassées au somnifère, balcon non sécurisé, mobile clair. Pour le twist final, il vint de l'intérieur, lors d'une thérapie post-trauma imposée par mon galeriste, je confrontai mes propres démons. Le thérapeute, un barbu freudien du 5e, me força à revivre la chute, et si vous aviez provoqué le reine? Votre ambition, une arme à double tranchant? Était-ce vrai? Dans ma vie précédente, j'avais été arrogante, poussant Étienne dans les bras de sa mère par mon indépendance farouche. La Renaissance n'effaçait pas les fautes, elle les amplifiait. Je peignis alors ma pièce maîtresse, miroir brisé, un diptyque où mon visage se fondait dans celui de Claire, flamme et cendres entrelacées. Vendue 10 millions à un musée de Bilbao, elle symbolisait la boucle, vengeance ou rédemption? Le dénouement fut un automne doux, avec des feuilles d'or jonchant les allées du jardin des Tuileries. Claire, libérée sous bracelet électronique pour bonne conduite, s'exila en province, une cottage normand anonyme, loin des lumières. Étienne, condamné à 8 ans, écrivit une dernière lettre, tu as gagné. Mais as-tu gagné la paix? Je la brûlai, sans réponse. Ma vie nouvelle s'épanouit, amour fugace, exposition mondiale, une fondation pour artistes orphelins. Paris, éternel, m'accueillit comme une fille prodigue. La trahison m'avait tué, la vengeance m'avait ressuscité. Et dans les nuits étoilées au-dessus de la tour Eiffel, je sus, les cendres valaient non des millions, mais une liberté infinie.